Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale, puisque c'est la fin de la rétrospective de l'année 2021, et que donc aujourd'hui, on va classer tous les films, les 20 films dont on a parlé dans cette rétrospective, dans cette série. Alors je précise d'abord tout de suite que vous pouvez tout à fait voir cette vidéo sans avoir vu aucun des films dont on va parler aujourd'hui. Il n'y aura aucun spoiler, promis. Et je précise aussi que c'est un classement complètement subjectif. Alors, est-ce que c'est pas le but de tout classement finalement? J'en sais rien. Mais en tout cas, installez-vous bien dans votre canapé, dans votre lit, peu importe. Parce qu'aujourd'hui, on va classer donc les meilleurs films, les 20 meilleurs films de cette année 2021. Alors la première partie, que j'ai intitulée Les échecs, c'est donc les pires films de cette année. Ou en tout cas les pires films de notre série, parce que je précise que c'est évidemment pas les pires films de l'année, c'est ceux qu'on a vus, ceux dont on a parlé. Et donc on commence assez logiquement avec la 20e place, que j'ai attribuée à France de Bruno Dumont. Alors je précise que c'est pas contre Bruno Dumont, que j'aime plutôt bien habituellement. J'ai par exemple beaucoup aimé L'Humanité, son film de 97 je crois. Mais voilà, ça a été peut-être la plus grosse déception de cette série, parce que je m'attendais à quelque chose de bien, avec un casting assez intéressant, Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay, et d'autres acteurs qui sont non professionnels, comme habituellement avec Bruno Dumont donc. Et Léa Seydoux, que j'ai trouvé assez décevante dans son jeu. J'ai trouvé qu'elle avait été mieux mise en scène, par exemple, dans d'autres films ensuite, dont on reparlera, parce qu'on la voit 3 fois dans cette série, un peu comme Adam Driver d'ailleurs. J'ai trouvé en revanche que un point positif du film, c'était la performance de Blanche Gardin, qui est très très drôle pour le coup dans le film. Mais bon voilà, c'est pas une histoire qui m'a plus emballé que ça. Surtout que le personnage principal, je l'ai pas trouvé très intéressant à vrai dire. Le personnage principal qui pleure très souvent, c'est quelque chose dont on a parlé dans la vidéo. Le fait que ça soit quelque chose de comique presque, au bout d'un moment, avec l'accumulation. Et il y a aussi une des dernières scènes, la scène de l'accident, qui est aussi assez comique parce que c'est une accumulation de malchance. Et donc au lieu d'avoir du pathétique, du pathos en tout cas, on a quelque chose de plutôt comique, de plutôt drôle, qui correspond pas du tout à la scène je trouve. Donc voilà, c'était le premier film. Et donc on continue avec la 19e position. Donc OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, que j'attendais pas comme étant le meilleur film de cette série, et pas non plus comme étant le meilleur film de la saga, mais qui m'a assez surpris quand même au niveau de la mise en scène, tout ce qui est reconstitution historique, par l'image et par la musique aussi, avec un générique qui fait très James Bond années 80, ça on en a parlé dans la vidéo d'ailleurs. Mais ce sur quoi on juge le film, c'est surtout son humour un peu décalé. J'avais parlé du fait que l'humour de OSS 117, c'est un humour assez cathartique finalement. Le fait d'entendre le personnage dire des choses aberrantes, c'est une sorte de catharsis pour le spectateur. Et donc c'est avant tout sur ça qu'on juge un film OSS. Et faut dire que sur ça, j'ai pas trouvé ça hilarant comme les deux précédents. Alors il y a des choses assez drôles, notamment quand ils sont sur le toit avec Pierre Ninet donc, et Jean Dujardin, et que Jean Dujardin prend un air un peu professionnel, essaye de faire croire à Pierre Ninet qu'il est très professionnel. Voilà, c'est un moment très très drôle dont je me rappelle. Mais globalement, voilà, c'est pas le meilleur OSS 117, ça c'est une certitude. Et donc on continue avec la 18e position, et donc Les Éternels de Chloé Zhao. Je suis d'ailleurs allé voir avant tout pour justement Chloé Zhao, et aussi pour le casting, donc Kit Harington, notamment que j'avais beaucoup aimé dans Game of Thrones, mais aussi Richard Madden par exemple. Et j'étais allé aussi pour découvrir ce qu'était un Marvel au cinéma. J'y avais pas été depuis Spider-Man 3 je crois, qui date quand même. Je crois que c'est 2007, quelque chose comme ça. Et donc j'y suis allé aussi pour découvrir ce qu'était un Marvel, parce qu'il y a un engouement, il y a un vrai engouement depuis maintenant 10 ans je crois, autour des Marvel et particulièrement des Avengers. Alors là c'est une autre saga que Avengers, c'est donc Les Éternels. Il y aura plusieurs épisodes je crois,
tous réalisés par Chloé Zhao, il me semble aussi. Et malheureusement, j'ai trouvé, c'est à quoi on s'attend quand on a des préjugés en tout cas sur la saga. Là, c'est plutôt des préjugés qui ont malheureusement été confirmés, c'est-à-dire quelque chose qui va trop vite, qui, comme l'a dit Scorsese, n'est pas du cinéma. Bon, je dirais peut-être pas ça, mais en tout cas quelque chose qui reproduit le rythme contemporain, le rythme des réseaux sociaux par exemple. Et une réflexion que je m'étais faite dans la vidéo, c'est le fait que on n'est pas au cinéma pour reproduire ce rythme-là, on y va justement pour autre chose. Cependant, il y a une réflexion assez intéressante dans le film sur le temps, notamment avec le personnage de Sprite qui ne peut grandir. Voilà, c'est quelque chose dont j'avais parlé, le fait que sur le fond, j'avais trouvé ça en fait très intéressant, mais sur la forme, voilà, j'étais pas d'accord avec ce genre de cinéma. Et on enchaîne donc directement avec le 17e film de ce classement, et donc Eiffel, de Martin Bourboulon. Un film que j'ai trouvé en demi-teinte. D'abord, il y a le côté histoire d'amour, que j'ai trouvé réussi pour le coup. C'est réussi dans ce genre-là, avec une Emma Mackey et un Romain Duris qui sont très bons, particulièrement Emma Mackey que j'ai trouvé un peu au-dessus, et qui convient très bien à ce rôle-là, je trouve. Elle a une sorte de fraîcheur, lui aussi d'ailleurs. Ils ont une sorte de fraîcheur, et j'ai dit dans la vidéo d'ailleurs qu'ils s'allaient bien tous les deux, qu'ils allaient très bien ensemble. Il y avait une osmose naturelle. Et de l'autre côté, on a un film historique qui, je trouve, est pour le coup complètement raté. Et voire pas nécessaire, c'est quelque chose que j'avais dit dans la vidéo. Ce qui paraît fou parce que le titre c'est quand même Eiffel, et ça se passe quand même sur la vie de Gustave Eiffel. Mais j'ai trouvé que c'était plus un prétexte qu'autre chose, pour parler en fait d'une histoire d'amour, qui est l'histoire principale du film. La Tour Eiffel, on s'en fiche finalement, et c'est pas vraiment intéressant d'ailleurs. C'est pas une histoire qui est vraiment intéressante et vraiment cinématographique, et c'est pour ça qu'ils ont dû rajouter cette histoire d'amour d'ailleurs. Et je trouve que c'est aussi un problème en France, les films historiques, personnellement j'ai toujours du mal à y croire. Et on continue avec la 16e position, et House of Gucci donc, de Ridley Scott. Qui a été sûrement pour moi la deuxième plus grosse déception de cette série, après donc France, parce que je m'attendais, au vu du casting, à un film très très bon, Ridley Scott déjà en tant que réalisateur, mais aussi Adam Driver, Lady Gaga et Al Pacino, même Jeremy Irons. Et il faut dire que tous sont très bons dans le film. Adam Driver est exceptionnel évidemment comme d'habitude. Lui aussi on en reparlera plus tard, il y a 3 vidéos également sur 3 films sur Adam Driver. Et Lady Gaga et Al Pacino que j'ai trouvé aussi très bon. Le problème surtout du film, au niveau du casting, c'est surtout Jared Leto. Alors je sais plus exactement le nom de son personnage, mais qui est vraiment transformé physiquement. Mais si c'était encore ça, c'est pas très grave. Et c'est surtout au niveau du jeu que j'ai pas réellement compris, que j'ai pas trouvé très bon. L'un des problèmes du film, c'est qu'on sait jamais sur quel ton le prendre. Si c'est une comédie noire dont il faut rire, ou si c'est tout simplement une tragédie. C'est vrai que c'est une vraie problématique. Et donc on continue avec une partie que j'ai intitulée le ventre mou, parce que c'est un terme habituellement qu'on utilise dans le football par exemple, pour le milieu du classement. Là c'est un peu pareil, c'est des films que j'ai trouvé plutôt bons, mais que j'ai pas non plus trouvé excellents. Et donc à la 15e place, on retrouve Trepiani, le film de Nanni Moretti. Qui est le seul film italien de cette série, le seul film en italien d'ailleurs. C'est toujours quelque chose d'agréable d'avoir une autre langue que l'anglais ou le français. Et donc c'est un film que j'ai trouvé bon, qui a des choses très très bonnes dedans, qui est bien joué, il n'y a pas de fausses notes à ce niveau-là, mais que j'ai trouvé, alors c'est un défaut que je faisais, c'est le principal défaut que je faisais au film, que j'ai trouvé assez centré sur une certaine catégorie de la population, catégorie assez bourgeoise finalement, quelque chose qu'on a vu avec Buñuel, dans l'autre sens finalement. Et j'avais parlé aussi du fait que c'est pas un film très esthétique, pardon. C'est pas un film qui nous fait ressentir des choses par la mise en scène, mais plutôt par ce qui se passe dans le film, ce qui se passe dans l'image, par les acteurs eux-mêmes, ou par la situation. C'est pas un film qui s'adresse aux yeux et aux oreilles, comme ce que j'avais dit, mais plutôt au cœur donc. Donc voilà, en gros, pas un film exceptionnel, un film qui est bon, qu'on prend du plaisir à voir,
mais qui est pas exceptionnel donc. Et on continue avec la 14e place, que j'ai attribuée à Mourir peut attendre. Donc le film de James Bond, le film de Cary Fukunaga, probablement le dernier James Bond, en tout cas le dernier James Bond avec Daniel Craig, que j'ai bien aimé, d'abord que j'ai pas vu passer. Ça c'est une grande force du film, c'est le fait qu'on ne le voit pas passer, on ne s'ennuie à aucun moment. C'est une grande réussite dont j'avais parlé d'ailleurs avec mes amis avec lesquels j'avais été voir le film, et c'est quelque chose sur lequel on était d'accord. Il y a aussi un très bon début, une très bonne scène d'ouverture, une scène d'exposition, qui amène énormément de tension, dont on a parlé dans la vidéo d'ailleurs. Mais je trouve que le problème du film, le problème principal, c'est l'accumulation de dangers qui est censé représenter donc la montée en tension, mais qui représente plutôt le fait pour donc James Bond d'être quasiment invincible. C'est un problème, je trouve, dans le traitement, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment réussi. Il y a aussi le personnage de Rami Malek, qui joue pas très bien, je trouve, dans le film, qui incarne pas vraiment un bon méchant. On en a parlé avec le fait que la comparaison avec Christophe Waltz, qui joue dans le film d'ailleurs, et qui interprétait le méchant dans Spectre, que j'ai pas vu, mais qui est en tout cas un meilleur méchant. Ça c'est quelque chose qu'on peut voir dans Inglourious Basterds, on a fait une vidéo d'ailleurs dessus. C'est un vrai bon méchant parce que il ne se pense pas lui-même comme un méchant, il se pense comme quelqu'un qui fait le bien, et donc ça le rend d'autant plus maléfique. Ça on l'a dit dans la vidéo. Et cependant j'ai trouvé que la musique était un vrai bon point du film, un point très réussi. La musique de Billie Eilish par exemple, dont on a consacré une grosse partie de l'analyse dans la vidéo, à donc analyser le morceau et à comprendre son rapport avec le film. Il y a un vrai lien, il y a de vraies choses qui peuvent se dire entre les deux, qui communiquent. C'est un morceau qui représente très bien le film, avec le temps qui passe notamment. Donc voilà, c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, qui n'est pas le meilleur film de l'année, qui n'est même pas dans le top 10 d'ailleurs, mais pour lequel j'ai passé à plusieurs reprises du bon temps. Et on continue donc avec le 13e film de cette liste, et donc The French Dispatch, le film de Wes Anderson. Qui a été pour moi une des plus grosses déceptions de l'année, parce que j'attendais vraiment un bon film. Il y a un énorme casting, dont on reparlera, mais je me suis ennuyé pendant une grande partie du film, surtout à la fin. Les deux fois où je l'ai vu, j'ai trouvé la fin très ennuyante, ou ennuyeuse d'ailleurs. Et je crois que la salle a pensé un peu pareil que moi, parce que c'est la salle peut-être qui s'est le plus vidée de toute cette série, de tous les films de cette série, que j'ai pu voir au cinéma. Cependant, j'ai trouvé qu'il y avait un univers graphique qui est très intéressant, qu'on retrouve notamment avec le dessin animé à la fin. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent aussi chez Wes Anderson. Et il y a aussi des acteurs qui sont très bons, notamment Léa Seydoux, que j'ai trouvé dans son meilleur rôle de la série, meilleur que dans France donc, dont on a déjà parlé, et dans Mourir peut attendre. J'ai trouvé que c'est un rôle qui lui correspondait très bien, même si c'est pas un rôle qui demande énormément de jeu d'acteur. Et donc voilà, pour moi c'était son meilleur rôle de l'année. Et le reste du casting que j'ai trouvé aussi très bon. Comme d'habitude avec les films de Wes Anderson, il n'y a pas grand chose à dire sur les acteurs. Donc voilà, un film qui m'a un peu déçu, mais que j'ai quand même trouvé au final très bon, particulièrement la première partie, que j'ai trouvé bon, pardon, particulièrement la première partie, que j'ai trouvé plus intéressante par exemple que la dernière. Malheureusement ça va crescendo dans le mauvais sens. Et alors en 12e position on retrouve Cry Macho. Le film de Clint Eastwood, peut-être le dernier film de Clint Eastwood d'ailleurs, qui a été vraiment une bonne surprise pour moi, au contraire de The French Dispatch donc, qui a été vraiment une bonne surprise parce que je m'attendais pas à ce genre de film, j'avais eu des mauvais retours dessus. Et au final, même si il y a énormément de défauts, en particulier au début du film, notamment à travers l'intrigue qui se développe trop rapidement, ou à travers le jeu de Clint Eastwood qui est pas optimal on va dire, ou même à travers les scènes de combat, qui sont beaucoup trop faibles, bah j'ai quand même aimé l'histoire, à partir du moment où l'intrigue s'installe. J'ai aimé aussi l'actrice, alors je me rappelle plus de son nom malheureusement, mais l'actrice qui interprète la femme dont il tombe amoureux, a priori, et qui fait énormément passer d'émotions par son regard. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un film qui montrait énormément de bienveillance. On a axé notre réflexion là-dessus pour l'analyse dans la vidéo.
notamment par le fait de voir Clint Eastwood pleurer, qui est un peu un anachronisme au cinéma, et qui renvoie donc à des émotions exprimées avec beaucoup de pudeur, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Et on continue donc avec 3 films que j'ai eu beaucoup de mal à classer, les uns avec les autres. 3 films d'ailleurs que j'ai vus à peu près au même temps. Et le premier de ces 3 films donc, c'est Kaamelott, premier volet. Qui est un des films que j'attendais le plus de cette année, et qui m'a pas particulièrement déçu. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je dois dire que je l'ai regardé comme un enfant regarde un film, c'est-à-dire sans trop d'esprit critique, juste en me laissant porter par les images. Quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, qui m'est pas arrivé beaucoup d'ailleurs sur la série. Donc c'est un bon point je pense pour le film. Alors on a beaucoup de choses qui sont très drôles, notamment Alain Chabat, que j'ai trouvé incroyable, peut-être le plus drôle du film, dont j'ai beaucoup parlé dans l'analyse d'ailleurs. Il y a la mise en scène aussi que j'ai beaucoup aimé, qui m'a aussi beaucoup surpris, la photographie par exemple. J'ai trouvé ça assez audacieux, et c'était déjà le cas sur le livre 5, mais je trouvais ça trop audacieux et mal réalisé pour le coup, mais c'est pas le cas dans le film. C'est un vrai bon film de cinéma pour le coup. J'ai trouvé aussi la musique, évidemment, alors ça je m'attendais évidemment pas au contraire. La musique donc incroyable, notamment la scène où il monte à la tour pour rejoindre Guenièvre, j'en dis pas plus. Mais cette musique donc que j'ai réussi à jouer à la fin de la vidéo, j'étais très content de moi d'ailleurs, en presque une prise. Et s'il devait y avoir un gros défaut au film, ça serait le dénouement, que j'ai trouvé pas réussi pour le coup. Le combat par exemple entre Lancelot et Arthur, que j'ai trouvé complètement raté, même on n'y croit pas, j'y croyais pas du tout à ce moment-là. Donc voilà, un bon film que j'ai pris plaisir à voir, pour lequel j'ai pas été déçu, alors que j'attendais beaucoup quand même. Et on continue donc avec le top 10 maintenant, et avec le numéro 10, donc la Palme d'Or, c'est le film qui a reçu la Palme d'Or à Cannes l'année dernière, donc Titane de Julia Ducournau. Qui est un film que j'ai plutôt bien aimé, et que j'ai surtout appris à aimer progressivement. Je trouve que c'est une vraie force du film, c'est de nous faire progressivement adhérer à l'histoire, et en particulier adhérer au personnage, et au personnage principal, qui dans un premier temps est pas du tout... à laquelle on peut pas du tout s'identifier, mais à laquelle on s'identifie à travers le personnage de Vincent, donc, que j'ai trouvé très bien d'ailleurs dans ce film, Vincent Lindon. Donc voilà, ça c'est une grosse réussite du film. Ce que j'ai trouvé moins réussi en revanche, c'est quelque chose que je pourrais reprocher à beaucoup de films en France aujourd'hui, c'est le fait notamment que la mise en scène soit parfois presque un exercice de style. C'est quelque chose que j'avais dit dans la vidéo, par exemple à travers le plan séquence au tout début, qui selon moi est pas nécessaire. Enfin bon, c'est mon idée. Il y a aussi l'articulation des acteurs que j'ai pas trouvé optimale. Vincent Lindon par exemple en premier, qui articule pas toujours bien, ça c'est quelque chose aussi de très lié au cinéma français. Et sa qualité donc, c'est de ressortir dans la salle en ayant une considération différente de notre corps. C'est quelque chose en plus qui est la volonté de la réalisatrice, donc Julia Ducournau. C'est quelque chose qu'elle dit en interview, donc de ce point de vue là c'est très réussi. À la 9ème position, on retrouve donc Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, le film de Arthur Harari. Que j'ai trouvé très bien, que j'ai beaucoup aimé. On avait accentué la réflexion sur le fait que c'était un film de guerre français, et en particulier un film de guerre français réussi, ce qui est rare pour le coup. Je trouvais qu'il y avait une très belle photographie pour le coup, de très belles images, il y avait aussi de très bons acteurs, aucune fausse note à ce niveau-là, ce qui est plutôt rare dans le cinéma français quand même, et un scénario intéressant, avec une tension permanente autour du personnage d'Akatsu, dont je me rappelle du prénom d'ailleurs. Il y a aussi le fait de faire un film de guerre sans juger le fait qu'ils font la guerre, sans juger la guerre en général. Ça c'est quelque chose de très intéressant, dont j'avais parlé dans la vidéo d'ailleurs. C'est quelque chose que j'ai trouvé très bien parce que c'est pas des personnages qui s'intéressent à ça. Ils sont juste réunis dans une jungle et ils doivent se battre pour leur survie. Donc ça c'est quelque chose qui montre très bien le film. Et j'ai aussi trouvé le rythme très bien, le fait que ça soit très lent. C'est quelque chose qui montre la lenteur de la vie, ou plutôt la longueur de la vie dans la jungle de Onoda donc. Et s'il devait y avoir un gros défaut, ça serait sûrement le fait que l'acteur principal change au milieu du film.
l'acteur principal qui était très bon d'ailleurs. Le second est un peu en dessous, je trouve. Et donc le fait qu'il change et qu'il ne se ressemble pas vraiment, ça nous fait nous détacher de l'histoire, nous détacher du personnage. Et c'est un gros défaut que j'ai trouvé au film. Et on continue donc avec la moyenne haute, ce que j'ai appelé la moyenne haute, c'est-à-dire les films qui sont pas non plus dans le ventre mou de ce classement, qui sont un peu au-dessus, que j'ai trouvé plutôt bon, voire très bon. Et on commence donc avec la 8ème place, que j'ai attribuée à Madres Paralelas, le film de Pedro Almodóvar. Dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, sur la chaîne. Un film dans lequel j'ai trouvé Penélope Cruz, par exemple, magnifiée par son jeu et par la mise en scène de Almodóvar, donc, qui a l'habitude de magnifier ses actrices plus que ses acteurs d'ailleurs, qui sont toujours un peu à côté, et les actrices qui sont toujours rayonnantes. C'est le cas de Penélope Cruz, là, qui en plus joue très bien, je trouve. Ce qui n'est pas tellement le cas, ce qui est moins le cas pour le coup de l'autre actrice, dont le nom ne me revient plus, mais qui est un peu en dessous de Penélope Cruz, même si j'ai trouvé que l'attention dans le scénario, l'attention entre les deux comédiennes, ou plutôt entre les deux personnages, est très réussie, et qui finalement n'aboutit pas à ce à quoi on s'imagine d'abord. C'est peut-être le défaut du film d'ailleurs, le dénouement qui est un peu trop rapide, presque résolu comme par magie. Donc voilà, c'est un petit défaut, parce que le reste du film est très très bien, mais la fin est ratée je trouve. Et à la 7ème position, on retrouve donc West Side Story, le dernier film de Steven Spielberg. Qui était pas du tout classé à ce rang-là. La première fois que je l'avais vu, j'avais fait un pré-classement, il y a quelques mois quand j'avais vu tous les films, et qui était même pas dans le top 10 je crois, qui a vraiment gagné des places quand je l'ai revu, parce que j'avais pas spécialement apprécié, je sais pas tellement pourquoi, j'avais pas spécialement apprécié la première séance, mais en le revoyant j'ai vraiment trouvé les acteurs incroyables, la mise en scène très virtuose, la photographie, les chorégraphies, très réussie aussi, et les acteurs secondaires particulièrement, les acteurs donc chanteurs et danseurs, qui sont incroyables, notamment du côté de la famille de Rachel Zegler, de Maria, pardon. Du côté de Maria, donc tous les acteurs étaient incroyables, la famille un peu plus portoricaine, et les deux acteurs principaux, que j'ai trouvé aussi très bons, Ansel Elgort un peu en dessous de Rachel Zegler, qui est donc une inconnue, mais qui a vraiment réussi le pari de réussir sa Maria. D'ailleurs, Spielberg avait dit à Rachel Zegler que c'était la meilleure Maria qu'il avait jamais vue, donc c'est un bon compliment. Et s'il y avait un défaut au film, je pense que ça serait la photographie, qui est pourtant tournée en pellicule, quelque chose que j'aime bien habituellement, mais que j'ai trouvé trop froide dans les premières scènes, notamment au début, la toute première scène. J'ai du mal à adhérer à l'histoire parce que je trouve la photographie beaucoup trop froide. Donc voilà, un film que j'ai quand même bien aimé, qui est quand même très très bon. Je sais pas si je l'ai préféré au premier West Side Story, qui a l'avantage d'être le premier et de se passer dans les années 60, donc c'est pas le même univers, c'est pas une reconstitution vraiment de l'histoire. Et à la 6ème position, on retrouve donc Benedetta, le film de Paul Verhoeven. Dont j'avais parlé en 2ème dans cette série, donc ça remonte à un long moment. Une Benedetta donc qui est à la fois effrayante et séduisante, qui a un côté à la fois vicieux et très bienveillant. C'est la particularité du personnage, qui est interprété donc par Virginie Efira, dont j'ai trouvé que la performance était très très bonne, mais que j'attendais pas à ce niveau-là, qui donc arrive à être à la fois effrayante et séduisante. C'est une vraie bonne performance, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs, parce que j'ai trouvé la plupart des acteurs secondaires assez mauvais, même l'actrice qui interprète Bartholoméa. Un film qui a donc une qualité principale, c'est le fait, ce suspense, de ne pas savoir si elle dit la vérité ou non. Un suspense qui est très bien gardé, qui est gardé jusqu'à la fin, et c'est une ambivalence on n'a jamais la réponse en fait. Donc voilà, un film que j'ai bien aimé, qui intègre pas malheureusement le top 5, mais que j'ai quand même bien aimé. Et on continue donc avec la 5ème position, le top 5, dans lequel on retrouve en tête Licorice Pizza. Donc le film de Paul Thomas Anderson dont j'ai parlé le plus récemment, c'était la dernière vidéo. Paul Thomas Anderson qui est un de mes réalisateurs préférés,
mon réalisateur préféré de ces 20-30 dernières années, avec une construction donc assez originale qui a été beaucoup critiquée, mais que personnellement je trouve très bien pour son originalité déjà, mais aussi pour le fait qu'elle apporte vraiment des choses nouvelles au récit, le fait qu'on comprenne des choses uniquement par la mise en scène et le jeu des acteurs, et pas par le fait qu'elles sont expliquées. Et je trouvais que c'était une très bonne idée, que c'était quelque chose de très bien exploité dans le film. Et j'ai trouvé aussi les acteurs principaux assez incroyables. Les deux acteurs principaux, les deux protagonistes, qui sont des inconnus et qui faisaient leur premier film, donc leur début au cinéma, que j'ai trouvé très très bon. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là, les acteurs secondaires aussi, qui sont la plupart des inconnus aussi. Et en 4ème position, on retrouve donc Le Dernier Duel, le film de Ridley Scott, que j'ai beaucoup aimé, même si je l'ai découvert dans les pires conditions possibles, je pense, au cinéma, c'est-à-dire en dessous de l'écran, avec un angle qui permettait difficilement de s'intégrer à l'histoire, et aussi peut-être avec la salle la plus compliquée que j'ai eue de tout mon parcours cinématographique, avec autant à ma gauche qu'à ma droite, avec les pires spectateurs possibles. Je pense que la plupart de la salle n'avait pas aimé le fait que on ait un scénario assez particulier, assez original encore une fois, avec 3 parties et 3 points de vue, qui était un risque assez ambitieux, mais qui pouvait être ennuyeux pour le spectateur, mais personnellement que j'ai pas trouvé du tout ennuyeux, parce qu'on a des évolutions à chaque fois, c'est pas exactement la même histoire, et ça met en avant quelque chose qui est de l'ordre du témoignage, un témoignage qui change à chaque récit, et qui est d'ailleurs un peu le défaut du film aussi, je dirais, parce que c'est un témoignage qui est aussi très romancé, et qui est surtout très subjectif. On est surtout du point de vue de Jodie Comer, donc je me rappelle plus du nom, je crois que c'est Marguerite, son personnage, donc on est surtout de son point de vue à elle, et un peu contre Jacques Legris dans un premier temps, et ensuite même contre Jean de Carouge. Mais il y a une idée intéressante là-dedans, c'est l'idée que finalement le nom du duel, c'est pas le plus intéressant, parce que c'est ce qui occupe le titre du film, mais c'est finalement pas le plus intéressant de l'histoire, ce duel. Ce qui va nous intéresser davantage, c'est le sort que va subir donc le personnage principal, qui est donc interprété par Jodie Comer, que j'ai trouvé très très bonne, Jodie Comer d'ailleurs, je crois, que j'ai trouvé très très bonne dans son rôle, qui est pas facile à jouer. Il y a une scène, notamment la scène, je le spoile pas, mais il y a une scène qui est très dure à jouer. Adam Driver aussi, que j'ai trouvé très bon, que j'ai trouvé aussi au-dessus de Matt Damon. Alors c'est une discussion que j'avais eue avec un ami, qui me disait que Matt Damon était clairement en dessous de Adam Driver, ce qui est vrai je trouve, mais je trouve aussi que c'est nécessaire presque à l'histoire, le fait que Matt Damon ait presque moins de charisme que Jacques Legris dans l'histoire, c'est quelque chose d'important parce que ça se justifie par les personnages. Et alors maintenant on va parler du top 3 donc, avec en 3ème position La Loi de Téhéran, donc le film de Saïd Roustadi, un film iranien, qui est sorti en 2019, donc en Iran, et à l'international je crois, mais sauf en France il est sorti en 2021, donc je l'ai découvert cette année. Un film que j'ai trouvé très très bon, vraiment, d'où sa position dans le classement évidemment, dont j'avais entendu de très bons échos, et qui est donc un des meilleurs thrillers que j'ai pu voir au cinéma, qui jamais cette histoire complètement, et la mise en scène est également très réussie, de Saïd Roustadi qui a réalisé énormément de films, une mise en scène donc très réussie qui suit les personnages avec souvent des scènes de foule, des scènes assez complexes, des mises en scène assez complexes à réaliser, et j'ai trouvé surtout que les acteurs étaient incroyables. C'est peut-être de ce point de vue-là le film où les acteurs jouent le mieux dans cette série, notamment, alors je me rappelle plus de son prénom, mais son nom de famille c'est Mohamed Zadeh, qui interprète donc Nasser dans le film, et que j'ai trouvé incroyable, qui fait vraiment passer énormément d'émotions, et qui arrive même donc à nous faire nous identifier à lui dans l'histoire, ce qui est assez fou. D'ailleurs une chose très intéressante dans le film, c'est que on n'a pas de méchant ou de gentil, on est un peu du point de vue des deux, et on comprend un peu les deux, et ça dès le début, il n'y a pas d'explication sur qui sont les gentils ou qui sont les méchants dans ce film. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très réaliste au niveau de son approche, donc une grande réussite. S'il devait y avoir un seul défaut, mais vraiment un tout petit défaut, ça serait l'explication un peu du contexte au début du film à travers les dialogues, que j'ai pas trouvé très lourde, mais qui est peut-être un peu trop expliquée. Donc voilà, c'est un mini défaut,
mais un film que j'ai trouvé incroyable de A à Z, que je vous conseille évidemment. Et en deuxième position, donc, on retrouve Dune de Denis Villeneuve. Un film que j'ai admiré notamment pour la prouesse que c'est d'adapter ce roman au cinéma. C'est quelque chose dont j'avais fait d'ailleurs le titre de ma vidéo, comment adapter ce monstre à l'écran, qui avait un double sens évidemment. Alors qui a été beaucoup critiqué parce qu'il s'éloignait un peu du récit original, mais j'ai trouvé que la prouesse du film, c'était justement de mettre en scène, de reproduire ce qui semble être un film maudit au cinéma quand même, et de mettre en scène donc l'aventure, un peu le caractère du roman, quelque chose qu'on percevait déjà dans le film de David Lynch, mais beaucoup moins. Là on a vraiment un sentiment de danger perpétuel, et d'ailleurs si on devait le comparer à celui de 84, donc de David Lynch, je pense que j'aime beaucoup David Lynch, mais il n'y a pas photo. C'est vraiment Dune, celui de 2021, donc, qui est bien meilleur. Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec ça, mais en tout cas il a été reconnu Dune comme un très bon film cette année. C'est pas non plus très original de le mettre dans le top 3. Personnellement, je sais que en le voyant, la salle respectait un silence presque religieux pendant les silences du film, donc c'était assez impressionnant à voir, ou à entendre plutôt. Le seul défaut peut-être que je trouverai au film, c'est un défaut qui concerne beaucoup de films aujourd'hui, beaucoup de gros blockbusters. C'est notamment la photographie, que je trouve beaucoup trop linéaire au fur et à mesure du récit, qui est souvent dans des teintes très grises. C'était un peu la même chose avec Blade Runner 2049, qui a aussi été réalisé donc par Denis Villeneuve. C'est un problème, je trouve, assez inhérent aux films actuels, donc aux gros blockbusters actuels. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la musique souvent, quelque chose dont j'avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur Dune. Donc allez la voir si vous voulez plus de précision. Même si la musique dans Dune de Denis Villeneuve, donc, je l'ai trouvée assez remarquable, assez impressionnante, et elle donne vraiment un ton au film, avec notamment la basse qui est quasiment constante et qui crée vraiment une tension. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et c'est vraiment un bon film. Et alors pour la première place, on va donc parler de Annette de Léos Carax. Comme vous l'avez sûrement deviné, tout simplement parce qu'il restait plus que lui. C'est le premier film d'ailleurs dont on a parlé dans notre rétrospective, un film donc que j'ai trouvé vraiment juste génial. J'avais dit dans la vidéo que à chaque moment du film, je m'étais dit que tout pouvait encore arriver. C'est quelque chose que j'aime beaucoup au cinéma. Généralement, il y a un moment où ça s'arrête dans un film, et là, c'était pas le cas. C'est un peu comme dans Licorice Pizza aussi, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans Licorice Pizza. Donc de la première à la dernière vidéo, il y a quand même un fil conducteur. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve souvent dans les films de Paul Thomas Anderson. Et donc là, on pouvait se dire à tout moment que tout pouvait arriver. C'était assez incroyable. Quelque chose que j'ai trouvé assez incroyable aussi, c'est le scénario qui est très original pour le coup. Un scénario qui est indissociable donc des musiques, puisque c'est quand même une comédie musicale ou plutôt un opéra rock, et qui renvoie vraiment à un univers très rock, que j'avais comparé parfois à The Wall, notamment avec la chanson You Used to Love, quand Adam Driver se confronte au public. C'est une scène que j'ai trouvée incroyable, la manière dont il crie sur le public. Donc voilà, et j'ai trouvé évidemment le jeu d'Adam Driver incroyable, il n'y a aucune question à ce niveau-là. Peut-être le meilleur jeu de cette année, avec donc Mohamed Zadek, dont j'avais parlé dans La Loi de Téhéran. En revanche, si je devais donner un petit défaut au film, ça serait la performance de Marion Cotillard, que j'ai trouvé un peu en dessous. C'était pas le premier choix pour ce rôle, donc ça peut aussi s'expliquer comme ça. J'ai trouvé aussi au niveau du chant que c'était pas excellent. Alors du côté d'Adam Driver non plus, mais il chantait très juste, je trouve. C'est quelque chose qui est lié au personnage dans l'histoire, donc ça marchait très bien. Mais pour Marion Cotillard, un peu moins bien. Donc voilà, c'est un petit bémol, même si j'ai beaucoup aimé le film, et que c'est mon film préféré donc de cette année. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la faire, et que moi à faire cette série, parce que c'était vraiment un vrai plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, autant sur la série que sur la vidéo, ou que même sur mon classement. N'hésitez pas à me dire, à donner votre classement aussi. Alors vous avez peut-être pas vu tous les films, évidemment, mais me donner partiellement votre classement sur ceux que vous avez vus, ça sera avec grand plaisir. Et donc, j'espère qu'on se retrouve dans une vidéo très rapidement, et d'ici là, moi je vous dis à très vite.